Bonjour et bienvenue sur Renaud Roussel Nutrition pour ce podcast numéro 15 dont le sujet est l'endométriose, une maladie gynécologique chronique et inflammatoire qui touche au bas mot 10% des femmes, qui cause une véritable souffrance physique et morale, qui est une cause d'infertilité et qui peut également prédisposer au cancer ovarien. Il existe souvent une longue errance médicale avant la pose d'un diagnostic précis, ainsi qu'une déception relative au traitement proposé et aux résultats obtenus. Le problème avec l'endométriose ou avec l'adénomiose est que la relation avec le microbiote et la physiologie digestive est mal comprise, voire ignorée, alors que tout commence par la bouche et cela tôt dans la vie. Des études récentes ont mis en avant la responsabilité d'une bactérie d'origine buccale dans le processus de ce fléau. Il s'agit de Fusobacterium nucleatum, une bactérie dont je vous ai souvent parlé pour sa responsabilité dans de nombreux cancers avec prolifération de métastases, des cancers au pronostic sombre, notamment dans le cancer du côlon. Ce qui semble être une révélation n'en est toutefois pas une, puisque nous savons depuis longtemps que l'endométriose, c'est une flore buccale agressive, découpeuse de tissus, lésionnelle, qui finit par se retrouver là où elle ne devrait pas. Que l'on retrouve un Fusobacterium d'origine buccale dans l'endomètre n'est donc pas une surprise, mais une confirmation de ce que l'on savait déjà. La science a cherché Fusobacterium dans des endomètres en souffrance, elle l'a trouvé, ok, mais si elle cherchait d'autres bactéries anaérobies buccales, elle les trouverait également. Fusobacterium nucleatum n'est pas une bactérie isolée, elle s'inscrit au sein d'un biofilm particulier, un biofilm dans lequel les bactéries anaérobies s'associent par intérêt commun, les déchets métaboliques des unes servant de substrat énergétique aux autres, de couche en couche. Il s'agit d'une association de malfaiteurs aux objectifs communs qui agissent par synergie. Fusobacterium s'associe très souvent à Porphyromonas, une bactérie aux enzymes très puissantes. Porphyromonas, c'est la bactérie de la carie. Elle vous découpe les dents. Ce n'est pas rien, une dent, c'est dur. Alors, une muqueuse, vous pouvez imaginer les dégâts. Des gencives qui saignent au brossage des dents n'est jamais bon signe. Si ça découpe dans la bouche, ça découpe ailleurs. Fusobacterium est très inflammatoire, mais ne possède pas de sialidase, des enzymes spécifiques de découpage. Alors, elle se place derrière Porphyromonas dans le biofilm, qui lui est très équipé pour découper les tissus et qui va lui ouvrir la voie. Et puis parmi les bactéries anaérobies extrêmement prédisposées à l'art du découpage des tissus associés au même biofilm, vous avez Propionibacterium acnes, Desulfovibrio et d'autres encore, pas rigolotes, de même acabit. Propionibacterium acnes, c'est, comme son nom l'indique, l'acné. Là aussi, le foyer est buccal, mais lorsque cette bactérie s'étend sur le visage, les dégâts sont visibles. L'acné sévère, c'est pas rigolo. Vous voyez les dégâts que cette bactérie peut faire sur un visage, eh bien, dans la muqueuse, c'est pareil, ça découpe, ça s'infiltre, ça fait saigner, ça fait des cicatrices, parce qu'après la destruction, il y a toujours un processus de réparation qui se met en branle, et nous allons voir que trop de réparation dans un contexte inflammatoire peut s'avérer problématique. Ces bactéries anaérobies dévastatrices sont souvent associées à la flore Prevotella, je vous en ai souvent parlé, un entérotype qui devient vite agressif lorsqu'il est surexprimé. Prevotella et autres bactéries anaérobies, c'est la flore de la rectocolite hémorragique. Lorsqu'elle est trop exprimée, ça vous détruit une muqueuse, une flore Prevotella déréglée. C'est aussi la flore de la maladie parodontale, surtout si les herpès virus sont dans la place, notamment cytomégalovirus, mais aussi Epstein-Barr virus ou herpès simplex 1. La flore est bactérienne, mais également virale. Bactéries et virus ont une très forte synergie inflammatoire et destructrice, il ne faut jamais l'oublier. Herpès simplex 1, le bouton de fièvre, et Alzheimer, c'est publié. Un herpès virus, ça détruit les neurones, ça voyage de la bouche au cerveau ou de l'intestin au cerveau avec une grande facilité. Je vous invite à écouter les podcasts numéro 12 et 13 sur les grands gangsters que sont les virus, notamment les herpès virus.
L'endométriose, c'est donc une mauvaise flore d'origine buccale avec une atteinte vagale, car dans la muqueuse digestive, il y a le nerf vague qui lui aussi va se faire découper. L'endométriose, c'est un reflux vaginal, utérin, tubaire qui amène tout aux ovaires. Cette flore prévotée-là exacerbée avec anaérobie agressive associée, flore de la rectocolite, est donc liée à l'endométriose et à l'infertilité, car c'est une flore sans oxyde nitrique ou NO. Je vous ai également très souvent parlé du NO, ce gaz ubiquitaire indispensable au bon fonctionnement métabolique. Pour avoir du NO, il faut une bonne flore haute, notamment buccale, une bonne muqueuse et un bon nerf. Et pour une bonne fertilité, il faut du NO. La fertilité, c'est une histoire de biote. Donc, mauvais biote plus muqueuse abrasée plus nerf altéré égale pas de NO. Et pas de NO, pas de flux, car le flux, c'est le NO. Et s'il n'y a pas de flux, eh bien, il y a du reflux. Tout cela est logique, c'est un raisonnement intégratif. Ce qui se passe en haut aura une incidence en bas. Du flux, il faut du flux à tout niveau, digestif ou gynécologique. Le reflux, c'est interdit, c'est le malheur annoncé. Dans l'endométriose, le système nerveux est touché par une flore agressive, par des virus neurotropes, souvent donc des herpès virus. Il faut travailler sur tous les tableaux. Le nerf vague est touché, mais le nerf lombosacré également. Là, c'est le reflux de la flore vaginale vers l'utérus par manque de puissance du nerf. C'est le nerf qui détermine le flux. Un nerf qui, avec une bonne flore, produit du NO. Pour avoir du NO, il faut un bon biote et un bon nerf. Vous vous demandez certainement depuis le début comment une flore buccale peut-elle se retrouver dans l'endomètre. Il existe 3 moyens possibles. Premièrement, le reflux vaginal. Nous l'avons largement évoqué. Ce qui se trouve au niveau de la bouche, donc à la porte d'entrée, va finir par arriver à la porte de sortie. Et la flore fécale contamine la flore vaginale par proximité, toujours. S'il n'y a pas un flux suffisant pour assainir la flore vaginale, le reflux est alors inévitable, comme le seront la contamination, l'abrasion et l'inflammation. Deuxièmement, la voie sanguine. Les bactéries passent par la muqueuse qu'elles abrasent, découpent, font saigner et se retrouvent dans la voie sanguine et ainsi dans les organes, notamment l'utérus et sa muqueuse. Troisièmement, les céramides digestives. C'est une voie moins connue, souvent ignorée. Le manque de flux digestif induit des fermentations dans la partie haute, dès l'estomac, et induit la production de céramides, des graisses inflammatoires produites par la fermentation des sucres ingérés. Apporter des sucres fermentescibles à une flore de fermentation dont les bactéries pullulent, puisqu'il s'agit d'une dysbiose, et qui excelle dans ce domaine, il ne faut pas s'étonner d'avoir des dépôts de céramides dans les organes. Les céramides, c'est très difficile à éliminer. Le sport n'y peut absolument rien. Seule l'autophagie en viendra à bout, à condition de la stimuler. Les sucres, matière première de la production des céramides, sont donc l'ennemi des personnes atteintes d'endométriose. Les farines, les fibres dures et le fructose. Le fructose étant l'ennemi numéro 1, suivi de près par la farine, les céréales, les légumineuses et les fibres dures en quantité. Les fruits, c'est 2 par jour. Ces graisses inflammatoires, les céramides, sont absorbées par les muqueuses digestives et se retrouvent dans la circulation sanguine. Mais pas seulement les céramides, car les bactéries buccales et digestives agressives, rappelez-vous, Fusobacterium, Propionibacterium, Desulfovibrio, Porphyromonas, se logent au sein des céramides qui sont pour elles un excellent moyen de transport pour atteindre différents points de l'organisme, notamment l'utérus pour les femmes et la prostate pour les hommes. Ce sont donc des céramides en masse, gorgées de bactéries pas sympas, qui vont s'accumuler dans l'endomètre et l'épaissir. Plus la flore produit de céramides, plus la muqueuse va s'épaissir, plus elle sera infiltrée par les bactéries de découpage et inflammatoires, et plus il y aura de réactions immunitaires violentes de l'immunité innée, alertée et largement exprimée en raison de ce désordre occasionné par l'invasion des bactéries et le cumul des céramides. Et l'immunité innée, ça ne rigole pas, ça cogne, ça inflamme, autant que les bactéries ennemies. Elle ne fait pas dans la dentelle l'immunité innée. La muqueuse devient un champ de bataille qui croît
par le cumul de céramides, une muqueuse sanguinolente qui souffre de destruction et de reconstruction successives dans de mauvaises conditions d'inflammation chronique. La réparation des tissus passe par un processus appelé transition épithéliale mésenchymateuse, appuyé par l'influence hormonale. N'oublions pas que nous parlons de personnes jeunes. Ce processus de réparation peut induire une prolifération de cellules souches mésenchymateuses CD44 qui peuvent migrer en dehors de l'endomètre. L'endométriose, c'est une muqueuse utérine qui sort de la cavité utérine, péritoine, ovaire, rectum, vessie. Je ne vais pas aller plus avant dans les détails, mais sachez que pour réparer une muqueuse lésée, il faut que les cellules épithéliales passent par une transition épithélio-mésenchymateuse qui leur permet donc aux cellules épithéliales de perdre leur caractère jointif, immobile et fortement serré pour acquérir la mobilité nécessaire à la réparation et qui peut les faire migrer vers des sites distants. Dans un contexte pathologique chronique en présence de bactéries prédisposantes comme Fusobacterium, mais également des herpesvirus comme cytomégalovirus ou herpes simplex 1, le risque qu'une cellule souche mésenchymateuse devienne tumorale est grande. Une cellule épithéliale ne devient pas cancéreuse. Pour qu'une cellule devienne cancéreuse, elle doit d'abord devenir une cellule souche mésenchymateuse. Bref, retenez que d'une manière générale, une réparation incessante dans un contexte inflammatoire pathologique chronique aberrant est un véritable jeu de roulette russe. Un jour, la cartouche peut se retrouver face au canon. Retenez qu'il est impératif d'arrêter de se faire déconstruire sans cesse, car la reconstruction dans une mauvaise condition métabolique peut devenir une reconstruction comprenant des cellules souches mésenchymateuses mutées, une reconstruction qui inclut une tumeur. Nous avons parlé de flux digestifs et gynécologiques nécessaires pour que les bactéries ne puissent pas proliférer et s'implanter. Les bactéries ne prolifèrent jamais dans les cascades, mais dans les eaux stagnantes. Parlons donc maintenant d'acidité. L'acidité gastrique est une barrière contre la prolifération bactérienne. L'estomac humain est très acide, toute baisse d'acidité est donc préjudiciable. Le vagin, bien que moins acide que l'estomac, possède sa propre acidité qui protège la muqueuse de l'implantation de bactéries nocives. L'acidité gastrique et l'acidité vaginale sont maintenues par un processus de pompe à protons. Les inhibiteurs de la pompe à protons, des médicaments trop largement utilisés pour baisser l'acidité gastrique, va donc faire baisser également l'acidité vaginale et exposer les muqueuses à l'invasion bactérienne. Si le nerf vague et le nerf lombosacré sont atteints par une mauvaise flore, un reflux de la flore vaginale vers l'utérus et les trompes devient inévitable. Il faut donc une bonne flore, un bon nerf, un bon flux et une bonne acidité. Une autre barrière antibactérienne est représentée par les sels biliaires. J'ai beaucoup écrit sur l'importance capitale des sels biliaires à bien des écarts sur le plan métabolique. Une mauvaise flore buccale va induire la transformation des bons sels biliaires en de mauvais sels biliaires, des sels biliaires qui ne peuvent plus exercer le rôle de barrière, des sels biliaires qui deviennent eux-mêmes extrêmement abrasifs et qui serviront de transporteurs des mauvaises bactéries buccales vers le côlon. Nous avons vu que la flore du côlon contaminait la flore vaginale et que celle-ci refluait vers l'utérus en raison d'un système nerveux atteint par la dite flore, la dite mauvaise flore, ou par des virus. On en revient donc toujours à la flore buccale qu'il convient de corriger en priorité. Comment corriger la flore buccale? Je l'ai expliqué maintes fois. On effectue un bain de bouche tous les soirs au coucher, toute la vie, avec de l'eau oxygénée, concentration 10 volumes, diluée avec de l'eau. Une demi-cuillère à soupe suffit largement, avec autant d'eau, voire le double. On crache, on ne rince pas. On n'utilise surtout pas de solutions antiseptiques car elles détruisent la flore dans son ensemble. Elles ne sélectionnent pas. Ce que l'on cherche à éradiquer, ce sont les anaérobies buccales uniquement. Pensez
que l'on réglera l'endométriose avec des antibiotiques pour éradiquer Fusobacterium est l'erreur d'une réflexion non aboutie, car les antibiotiques vont appauvrir la flore et favoriser la réapparition rapide des mauvaises bactéries. On ne tue pas une flore, on l'enrichit. Il faut une flore riche, gage d'une bonne muqueuse, d'un bon nerf vague, d'une bonne production de NO et donc gage d'un bon flux. Une flore, ça ne s'enrichit pas avec des probiotiques, pas du tout. Ça s'enrichit avec des légumes à feuilles vertes que l'on blanchit avant de les faire cuire. Ce serait tout de même dommage d'apporter des bactéries extrêmement agressives en même temps qu'une bonne flore. Un campylobactère ou une mycobactérie, ça fait de gros dégâts. Ça vous colle une rectocolite ou un Crohn. Donc, on perd 3 minutes à blanchir ces légumes, mais on gagne énormément de temps de vie en bonne santé. Il faut bien évidemment couper la vanne des céramides. Il faut donc diminuer drastiquement l'apport des sucres fermentés cibles, les farines, les céréales, les légumineuses, les crudités et le fructose. Nous l'avons vu. Lorsque vous souhaitez vider une baignoire, vous fermez les robinets. Il ne viendrait à l'idée de personne de vider une baignoire en laissant les robinets grands ouverts. Ici, c'est pareil. Donc, on retrouve grâce à une bonne alimentation et la réimplantation d'une bonne flore, un bon flux digestif, donc une bonne vidange gastrique. On retrouve de bons sels biliaires parce qu'on se nettoie la bouche et on arrête de fermenter et de produire des céramides parce que l'on arrête de consommer des sucres en quantité. Prendre du poids lorsque l'on souffre d'une endométriose n'est vraiment pas la chose à faire. Si l'on a quelques kilos en trop, il faut les perdre. Il faut retrouver une bonne autophagie, c'est-à-dire une bonne capacité à éliminer ce qui intoxique. L'hyperinsulinémie et l'insulinorésistance annihilent toute autophagie. On baisse les sucres. On évite l'alcool, cela va sans dire. L'alcool altère la muqueuse, l'alcool c'est neurotoxique. Et on agit tôt si possible. L'endométriose s'est pliée à 15 ans. Propionibacterium, à 15 ans, a déjà colonisé un rectum ou un utérus. Lorsque l'on a nettoyé une bouche, la bouche, corrigé la dysbiose, c'est-à-dire calmer la flore prévotella par la diète pauvre en sucre et stopper la production de céramides, on peut accélérer la guérison et l'élimination de la mauvaise flore installée par une stimulation transcutanée du nerf vague et du nerf lombosacré. Les résultats sont excellents, avec un TENS ou un Urostim ou un appareil similaire. Mais la condition sine qua non est que les virus soient parfaitement sous contrôle. Donc on s'adresse à un thérapeute aguerri à ce type d'action qui pourra, si le pilier viral est rassurant, vous expliquer la démarche à suivre pour la stimulation transcutanée du vague et du lombosacré. On ne stimule pas un nerf plein de virus non contrôlé par l'immunité. L'endométriose n'est pas une fatalité, on peut corriger le terrain à tout moment, mais plus on le fait tôt, mieux c'est bien évidemment. Le corps a une capacité à se régénérer très étonnante, mais encore faut-il arrêter de se faire déconstruire par sa propre flore et de reconstruire une bonne fois pour toutes. Le corps a des capacités étonnantes, mais il faut lui donner la possibilité de les exprimer. J'espère que ce podcast vous a plu. Dans ce cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec vos proches et amis qui pourraient être intéressés par les sujets abordés. À bientôt!